Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue pour cette masterclass ce soir concernant la nutrition et la jeune maman, donc nutrition maternité, mais surtout dans un optique postpartum. Donc très rapidement, qui s'adresse à vous ce soir? Mon nom est David Germeau. Depuis 2000, je suis entraîneur, nutritionniste, expert en sciences du bien-être, à la fois un master en éducation physique de l'Université de Louvain-la-Neuve en Belgique et un master en sciences de la santé et de la nutrition de l'Université de Sydney en Australie. Depuis 20 ans maintenant, je travaille en tant qu'entraîneur nutritionniste et dans une approche vraiment globale permettant justement à chacun et à chacune de trouver sérénité et santé au quotidien. Je suis également papa de deux enfants, vous le voyez. Ils ont bien grandi entre la photo de gauche et la photo de droite. Mais la nutrition, l'activité sportive ont toujours été des éléments essentiels dans leur éducation également. Ils ont eu la chance de m'avoir, je dirais, avec toutes ces connaissances, il y a maintenant 18 ans, puisque l'aîné a bientôt 18 ans. Mais évidemment, nous avons autour de nous des personnes qui sont très rapidement perdues par rapport à toute l'information qu'il y a, alors que c'est quand même un élément vraiment essentiel pour le développement physique, mental et émotionnel même. Donc ma promesse ce soir, c'est de vous présenter quelques raisons de la prise de poids durant la grossesse et des pistes de coaching pour aider la jeune maman à perdre ce poids naturellement et en toute bienveillance. Donc ma première question serait de vous poser cette question, hein. Pourquoi une femme prend-elle du poids durant la grossesse? C'est quelque chose que je pose très souvent en formation et peu de gens finalement arrivent à comprendre pourquoi une maman prend du poids durant une grossesse et pourquoi elle peut parfois en prendre un peu plus. Eh bien tout simplement pour assurer la survie du bébé à la naissance. En effet, on a la même génétique qu'il y a 60 000 ans, et il y a 60 000 ans, on n'était pas certain d'avoir une abondance de calories, de nutriments à la naissance des bébés. Et donc, génétiquement, la femme, la jeune maman, est programmée pour prendre du poids et avoir des réserves de calories pour l'allaitement. Évidemment, aujourd'hui, nous avons d'autres moyens pour pouvoir assurer l'alimentation de la maman et surtout du bébé, même si l'allaitement aujourd'hui a été remis à l'honneur par rapport aux générations précédentes pour toute une série de raisons importantes pour le système immunitaire, par exemple, pour la connexion émotionnelle, pour la relation maman-bébé. Et néanmoins, on a toujours cette génétique qui entraîne cette prise de poids qui est tout à fait naturelle. Cette prise de poids pour assurer la survie du bébé en cas de manque. Et d'ailleurs, vous aurez les mamans qui vont plus facilement perdre le poids justement dans la grossesse lorsqu'elles allaitent. Donc ça, c'est déjà un élément important à prendre en compte lorsque l'on suit une jeune maman qui désire retrouver un poids de forme après la naissance de ses enfants ou de son enfant. Eh bien, ça va être de prendre en compte cet aspect de l'allaitement. Ma deuxième question serait de savoir pourquoi une femme prend-elle plus ou moins de poids durant la grossesse? Parce que si d'un côté, nous avons ce processus normal, de l'autre, il y a évidemment les habitudes de la maman, il y a évidemment le contexte, l'environnement, plusieurs éléments qui peuvent influencer cette prise de poids. Tout d'abord, nous aurons un déséquilibre en macronutriments qui peut être très fréquent aujourd'hui, en premier lieu par rapport à un manque de protéines. Et ce manque de protéines entraînant bien souvent un manque de satiété, en parallèle à une demande plus importante de calories pour la fabrication finalement d'un petit être qui part de deux petites cellules à plusieurs milliers de milliards de cellules. Et nous avons donc bien souvent une consommation trop importante en excès de glucides durant la grossesse. Pour la maman, ça peut aller jusqu'à 8 kilos de poids en plus en fin de grossesse, juste par
l'excès de glucides, pas spécialement par l'excès de calories, mais par l'excès de glucides. Et pour le bébé, ça peut être également un surpoids à la naissance et un risque de surpoids plus tard. Je vous le disais en introduction, il y a trois périodes essentielles par rapport à la multiplication des adipocytes. C'est durant la période prénatale, durant la petite enfance et durant l'adolescence, dans les différents pics de croissance. Et donc, c'est important que la maman puisse avoir une alimentation équilibrée pour finalement la santé et le poids du bébé durant toute sa vie. Et je vous en ai parlé également en introduction. Ça va d'ailleurs dépendre également des habitudes et de la santé, de l'alimentation de la maman aux mêmes périodes et même de la grand-mère. Ce qui augmente également à la fois par l'excès de glucides, à la fois par le manque de protéines, par exemple, un risque de diabète supérieur. Alors idéalement, on est aujourd'hui à un apport de 1,22 lors des premières des 20 premières semaines, 1,22 grammes par kilo de poids de corps pour la maman, jusqu'à 1,52 grammes de protéines par kilo de poids de corps dans les 20 dernières semaines de la grossesse. Au niveau des glucides, on est plutôt de 16 à 22 de l'apport d'énergie totale quotidienne qui sera recommandé durant cette période de la grossesse. Un coach en nutrition ne va pas intervenir durant cette période. Il va éventuellement intervenir en préconception. Ça, c'est pour les personnes qui veulent vraiment anticiper une grossesse et pouvoir améliorer leur santé et leur nutrition avant de concevoir. Durant la grossesse, c'est évidemment la diététicienne, c'est évidemment le ou la gynécologue qui va conseiller la jeune maman. Et donc, le coach en nutrition devra revenir quelque part sur les habitudes qui ont été prises durant la grossesse, si la jeune maman n'a pas été suivie, pour pouvoir comprendre justement le poids que la maman a atteint en fin de grossesse. Ma question suivante serait ou en tout cas la réponse que j'aimerais vous donner aujourd'hui par rapport à cette prise de poids normale pour une maman est la suivante. C'est pour des mamans qui ont un IMC avant la grossesse en dessous de 18,5, on estime que de 13 à 18 kilos est une prise normale de poids durant une grossesse. Pour des mamans ayant un IMC dans la norme, entre 18,5 et 24,9 ou 25, on est de 11 à 16 kilos. On voit justement là que les mamans qui ont un poids trop bas avant la grossesse auraient tout intérêt à prendre du poids un peu plus durant la grossesse, justement, pour assurer un allaitement correct. Pour les mamans en surpoids, avec un IMC en dessous de 30, donc entre 25 et 30, on est plutôt sur une prise de 7 à 11 kilos. Pour les mamans qui ont un IMC au-delà de 30, on est de 5 à 9 kilos. Mais évidemment, toutes ces moyennes sont des références qui nous permettent de comprendre un peu ce qui s'est passé durant la grossesse et elles sont toujours à mettre en relation avec la maman et avec son histoire. L'histoire de la maman, d'ailleurs, a été étudiée. Il y a de nombreuses études aujourd'hui qui tentent de comprendre un petit peu ce qui se passe et quelles sont les influences du poids et des changements qui se passent durant la grossesse. On a, par exemple, une étude de 2012 qui a étudié plus de 20 facteurs influençant justement le poids de la maman durant la grossesse. On a l'âge, la taille, le poids pré-grossesse, l'éducation. Après l'école primaire, on a le statut d'emploi, on a la situation matrimoniale qui a été étudiée, le nombre de grossesses. On pourrait même dire le rapprochement entre deux grossesses, on le verra tout à l'heure. L'ethnicité qui semble être l'influence la plus importante. L'éducation, les symptômes pendant la grossesse, au niveau de la santé mentale, comment la maman a vécu cette grossesse, la fatigue, l'anxiété par rapport à son environnement ou par rapport à sa grossesse, les problèmes de sommeil, d'anxiété, de peur, des facteurs de mode de vie comme la consommation d'alcool ou de tabagisme, et les facteurs postpartum peuvent aussi influencer
justement la persistance de cette prise de poids, que ce soit des symptômes dépressifs, de fatigue, d'anxiété, des problèmes de sommeil, lorsqu'il y a allaitement ou pas, et lorsqu'il y a éventuellement une consommation d'alcool. On parle d'une prise de poids postpartum maintenue d'au moins 2 à 3 kilos, là aussi variable selon l'origine ethnique. Maintenant, par rapport à cette origine ethnique, je suis un nutritionniste relativement entre la science et les traditions anciennes, ou en tout cas les traditions ou les habitudes traditionnelles. C'est-à-dire que clairement, nous avons aujourd'hui toutes les grandes connaissances liées à la nutrition, mais il est important de remettre la personne dans son contexte lorsqu'elle a des origines ethniques différentes. On ne peut pas approcher une maman caucasienne, une maman africaine, une maman asiatique de la même manière par rapport aux différences génétiques. On sait par exemple aujourd'hui qu'il y a des grandes différences génétiques au niveau de la capacité à digérer le lactose entre les personnes qui viennent de l'Asie du Sud-Est, les personnes qui sont originaires du bassin méditerranéen ou de l'Europe. C'est un sujet d'ailleurs que j'ai particulièrement étudié ces dernières années et qui sont effectivement des outils qui nous permettent de comprendre les différences d'une personne à l'autre. Ici, nous parlons justement de la grossesse et de tout ce que la maman va transmettre à son bébé. Et donc, si elle mange par rapport à ses habitudes, ou en tout cas à ses origines ethniques, eh bien, elle va mieux gérer son poids et elle va mieux gérer ces différentes périodes importantes de sa vie. Pourquoi une maman maintiendrait-elle ce surpoids après la grossesse? Et là, nous avons une approche personnalisée à aborder, surtout en tant que coach. On observe un risque de surpoids dans les 12 à 18 mois qui suivent une ou les grossesses. Et ce risque de surpoids est variable selon les nouvelles habitudes que la maman va prendre avec les enfants, évidemment. Si c'est son premier enfant, eh bien, ça va énormément changer ses habitudes et sa connaissance d'elle-même ou de son environnement. S'il y a déjà des enfants, mais on sait que une grossesse n'est pas l'autre et donc on peut quand même avoir des changements importants après chaque grossesse. Et là aussi, la génétique intervient sur ces variations de poids postpartum, peut-être également selon les habitudes que la personne a prises malgré ses origines. Donc, la base du coaching, c'est de vraiment favoriser une approche éducative et de permettre à la maman de retrouver des habitudes ou de redécouvrir des habitudes qui lui sont optimales. Donc, l'approche du coach sera une approche essentiellement éducative au-delà de la perte de poids. Donc, bien sûr, généralement, une jeune maman qui va venir s'adresser à un coach en nutrition, c'est pour une perte de poids. Je rêve du jour où les, la population s'adressera à un coach en nutrition pour mieux dormir, pour gérer ses émotions, pour avoir un meilleur système immunitaire. Force est de constater qu'aujourd'hui, on reste quand même fort lié à la perte de poids. Et donc, durant cette période, le coach aura à cœur de vraiment insister sur l'importance de la nutrition en lien avec l'histoire de la maman, on en a parlé, et surtout de remettre la nutrition au centre de la santé. Manger pour se nourrir et non pour se remplir ou pour s'affamer dans ce cas-là, et vouloir retrouver eh bien, la ligne ou une taille de vêtement d'avant la grossesse. Il faudra aussi prendre en considération si la maman peut ou décide d'allaiter ou si elle ne le fait pas, parce qu'évidemment, ça va influencer la vitesse à laquelle la maman va pouvoir perdre le poids qu'elle a accumulé durant la grossesse. Et donc, la première priorité sera de se concentrer sur la densité nutritionnelle. Dans l'approche de coaching en nutrition proposée par Vitalis, on, on apprend
aux futurs coachs en nutrition à agir sur 5 thématiques pour faire un rééquilibrage alimentaire général, on a effectivement cette quatrième étape qui est de s'intéresser à la densité nutritionnelle. Est-ce que lorsque l'on a une assiette devant soi, on va regarder son assiette en tant que aliment qui remplit l'estomac ou en termes de calories qui maintiennent le poids ou qui permettent en déficit de calories de perdre du poids, ou est-ce qu'on va surtout s'intéresser à ce que les aliments vont nous apporter comme nutriments? Cette densité nutritionnelle, c'est la consommation de bonnes calories avec un maximum de vitamines, de minéraux, de phytonutriments et un minimum de toxines. Mais on n'a pas que cela. On a également, encore une fois, l'apport en protéines qui sera très important, surtout si la maman allaite. Ça, c'est notre deuxième étape dans un rééquilibrage alimentaire en coaching en nutrition, c'est l'apport en macronutriments et en une bonne répartition de ces macronutriments. On a bien évidemment une estimation des calories avec une estimation de la dépense calorique qui va pouvoir permettre d'équilibrer justement les calories dépensées, soit à travers l'activité sportive, mais surtout à travers l'activité du quotidien, et les calories qui sont consommées. En troisième étape, nous avons les micronutriments, la variété des micronutriments. Et donc, dans cette densité nutritionnelle, on va également ajouter l'impact sur la qualité de la cuisson, puisque si nous avons à la base une recette qui contient de nombreux micronutriments, mais que l'on surcuit le repas, eh bien, on va perdre en densité nutritionnelle. On pense par exemple à la qualité des lipides. Tous les lipides ne peuvent pas se cuisiner à la même température. Et enfin, la cinquième étape que l'on propose pour un rééquilibrage alimentaire sera le nombre de repas, à savoir le nombre de repas pris, je dirais, aux heures habituelles et éventuellement certaines collations. Ces 5 étapes sont les étapes que l'on propose en coaching en nutrition. Et dans cette approche éducative du rééquilibrage alimentaire de la jeune maman en postpartum, l'important sera d'abord de rééquilibrer la densité nutritionnelle et les macronutriments pour éviter justement que la jeune maman n'aille trop rapidement dans une recherche de perte de poids par la diminution des calories. On peut très bien retrouver un équilibre hormonal, retrouver un équilibre métabolique grâce à une meilleure densité nutritionnelle et pas spécialement avec une diminution des calories. Alors pourquoi la densité nutritionnelle? Tout d'abord, pour reconstituer des nutriments transférés au bébé pendant la grossesse. Donc clairement, si la jeune maman a eu une bonne alimentation très dense durant la grossesse, elle aura perdu peu de nutriments. Si ce n'est pas le cas, il va falloir vraiment remonter le plus rapidement possible tous les nutriments qu'elle aurait éventuellement perdus. La réparation des tissus et récupération de l'énergie dépensée pendant l'accouchement, raison pour laquelle les protéines sont vraiment importantes s'il y a une cicatrisation à apporter. Production du lait maternel pour l'allaitement, en cas d'allaitement, effectivement, nécessitant des quantités importantes de nutriments pour le bébé, mais également pour la maman, pour la fabrication de ce lait. Et là, on va dire que au niveau d'un coach en nutrition, puisque tout ce qui pourrait être lié au déséquilibre et aux carences, c'est de l'ordre du médical ou du paramédical, mais en tant que coach en nutrition, ce sera vraiment important de venir augmenter tous les nutriments dont la maman a besoin pour cette période de récupération. Les niveaux de nutriments dans le lait maternel dépendent des réserves de l'apport en nutriments de la mère. Et même au-delà de ces nutriments, on sait que la diversité alimentaire de la maman permettra d'avoir une diversité au niveau des goûts du lait maternel, et ce qui permettra déjà d'habituer le bébé à différents goûts et à différentes saveurs. Donc ça veut dire que en termes de densité nutritionnelle, le coach en nutrition devra vraiment insister sur la variété des aliments, favoriser les cuissons douces et au maximum
consommer de vrais aliments. Donc, éviter les aliments transformés. Il faut vraiment se rendre compte de l'immense travail que le corps d'une maman a réalisé pendant 9 mois et que, comme on dit l'adage, on est ce qu'on mange. Donc, si on mange un donut, on va se sentir mou à l'extérieur et vide à l'intérieur. Et donc, ce n'est certainement pas avec un donut ou avec une viennoiserie que l'on va pouvoir renforcer le corps, faire récupérer aux tendons, aux ligaments, aux muscles de la sangle abdominale, par exemple, de la maman, de récupérer. L'apport de protéines, comme on le disait, est également très importante. Une étude récente montre que cet apport de protéines est comparable aux besoins d'une athlète, en tout cas pour les mamans qui allaitent. Je vous cite ici un résumé des apports en protéines qui a été fait par une équipe de scientifiques que vous pouvez retrouver sur examine.com sous le titre Optimal Protein Intake Guide. C'est un ensemble de 134 références scientifiques qui sont résumées ici. Et on le voit effectivement que durant la grossesse, on est à un apport beaucoup plus élevé de protéines, mais en termes d'allaitement, si la maman allaite, on est également sur un apport de protéines qui est supérieur à la moyenne des femmes actives ou en situation athlétique. Donc là, la solution sera de varier au maximum les apports de protéines, parce que une protéine ne veut pas dire spécialement de la viande. On est sur du VVPO, donc viande, volaille, poisson et œufs, mais également pour l'apport en micronutriments, si la maman et si ses goûts le permettent, eh bien la consommation d'abats de qualité, les bouillons qui peuvent vraiment être une source de récupération nutritionnelle extraordinaire à partir du moment où le bouillon est de qualité, et également, bien sûr, des protéines végétales comme celles venant des légumineuses, car celles qui viennent des céréales sont un peu moins efficaces et sont beaucoup plus fréquemment consommées. Et c'est important parce que vous aurez une répartition des acides aminés différente, par exemple dans le bouillon par rapport à la viande. Et lorsque l'on parle des protéines animales, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais fort attaché aux habitudes et aux traditions culinaires ancestrales. Et effectivement, le bouillon est pour moi un des super aliments que l'on devrait proposer durant et après la grossesse parce que vous avez dans les bouillons d'os, les bouillons de poule, les bouillons de poisson, eh bien, toute une série de nutriments qui seront très facilement absorbés, digérés et qui se retrouveront dans des proportions que l'on ne retrouve pas dans les autres protéines d'origine animale. Tout cela doit évidemment se faire avec bienveillance parce que vous avez pour la jeune maman une toute nouvelle organisation, que ce soit son premier enfant ou d'autres, ou si c'est d'autres, un enfant supplémentaire ou parfois même des jumeaux ou des triplés. J'ai eu l'occasion de suivre il y a quelques années une jeune maman qui, pour sa première grossesse, avait eu des triplés. Donc c'était évidemment une toute nouvelle organisation de nouvelles émotions éventuellement aussi, selon l'entourage, selon tout le contexte qui peut entourer une grossesse et un accouchement. Probablement un manque de temps aussi pour cuisiner. Lorsque mon épouse a accouché de son premier enfant, de notre premier enfant, eh bien, on avait trouvé l'idée comme cadeau de naissance, eh bien, des bons pour des repas parce que on s'est dit qu'effectivement, après la grossesse, on n'aurait probablement pas le temps de faire beaucoup de la cuisine et que si on avait des amis qui pouvaient nous apporter pendant une semaine des repas le soir, cuisinés avec amour et amitié, eh bien, ça nous permettrait de gagner du temps et de manger correctement. Et j'avais trouvé ça à l'époque une excellente idée. Maintenant, effectivement, il faut pouvoir, lorsqu'on a envie de faire ce cadeau-là à une jeune maman, faire en sorte que ça puisse lui faire plaisir, par rapport au goût, évidemment, de ce qu'elle aime manger. Également,
Par manque de soutien, ça peut être compliqué. À travers les âges, les mamans étaient souvent encadrées par des grands-mères, par des cousines, par des tantes, par des sœurs. Aujourd'hui, on a des familles qui sont de plus en plus isolées. Et donc, c'est probablement de plus en plus compliqué pour les jeunes mamans de pouvoir se réorganiser et de pouvoir à la fois récupérer euh, d'un tel challenge physique, 9 mois de grossesse, plus un accouchement, et de retomber finalement dans une organisation avec la maison, avec la famille, avec peut-être d'autres enfants également autour. On doit compter 3 à 6 mois de récupération minimum pour justement le corps de la maman, voire jusqu'à 2 ans. Les études montrent que, idéalement, une maman devrait avoir minimum 2 ans entre un accouchement et une nouvelle conception. Dans certaines cultures, on parle même voire de 3, voire 4 ans entre deux accouchements. Et donc, si nous accompagnons une jeune maman qui a peut-être 2 grossesses en l'espace de 2 ans, eh bien là, il faudra d'être d'autant plus bienveillant et attentif, justement, à pouvoir lui rendre, et l'entourer en tout cas, et lui rendre l'énergie qu'elle a dépensée ces 2 dernières années. C'est d'autant plus important que, d'après cette étude de Andrés et collaborateurs en 2015, la rétention du poids postpartum est un contributeur significatif au risque d'obésité 1 an après l'accouchement, y compris pour les femmes de poids normal avant la grossesse. Donc là, on a un véritable risque d'avoir des mamans qui avaient un poids normal avant la grossesse, qui ont une grossesse qui se passe plus ou moins normalement et qui, pour mille et une raisons, la fatigue, le stress, l'anxiété, le manque de temps, le manque d'organisation, le manque d'entourage, de soutien de l'entourage, eh bien finalement maintient 2, 3 kilos dans l'année qui suit et puis continue à prendre un peu de poids et tombe dans un cercle vicieux qui est aussi dommageable pour sa santé mentale que sa santé physique et que la santé des enfants. Après l'accouchement, des comportements potentiellement modifiables peuvent réduire ce risque. C'est ce que cette étude nous montre. Donc, c'est d'autant plus important aujourd'hui, justement, d'avoir des coachs en nutrition qui ont une formation minimale et qui peuvent venir orienter les jeunes mamans dans cette période essentielle. Et donc, pour conclure cette masterclass ce soir, je dirais que pour la jeune maman, un coach en nutrition devra s'assurer qu'elle, 3 choses. Elle ait suffisamment de repos. Il faut vraiment que dans les 3 à 6 mois qui suivent un accouchement, la maman puisse se reposer et récupérer. Par exemple, le rôle du coach pourra être de lui donner du repos mental en lui facilitant l'organisation de ses repas avec des recettes, avec des listes de courses, avec des astuces, avec une guidance, qu'elle n'ait pas à se poser la question de savoir ce qui est bon ou pas pour elle. Deuxième élément, qu'elle ait suffisamment de récupération d'énergie. Donc, pas question, dans les 3 mois post-natal, postpartum, de commencer à faire régime, mais plutôt de remanger toute une série d'aliments bien denses et avec suffisamment de protéines, on en a parlé. Avec une variété importante d'aliments selon la saison, et de pouvoir jouer justement sur la qualité de la cuisson, sur la variété des recettes pour le palais, mais également pour justement pouvoir retrouver cette énergie éventuellement perdue. Et enfin, faire en sorte que, et ça c'était aussi le rôle du coach en nutrition, ou le rôle du coach de manière plus générale, qu'elles reçoivent plus qu'elles ne donnent. Donc c'est vraiment permettre en tout cas à la maman d'avoir un soutien. Aujourd'hui, je le disais il y a quelques instants, probablement qu'on manque un petit peu de soutien de la communauté, de la famille, parce que tout le monde est dans le stress du quotidien. Et donc, si la jeune maman peut aussi avoir une oreille attentive et pouvoir répondre, pouvoir poser des questions au coach en nutrition, dans tout ce qui peut entourer la nutrition, voire que le coach puisse lui recommander
un expert et un professionnel de la santé s'il estime que la maman a réellement besoin d'un encadrement plus spécifique parce qu'il est arrivé à la limite de ses compétences, mais que la maman a besoin d'aller plus loin dans sa démarche de récupération, en tout cas de réalimentation. Donc pour cette masterclass, je me suis basé sur toute une série, comme je vous le disais, d'études scientifiques, mais qui me permettent également, en parallèle, par rapport à mon expertise de nutritionniste, de papa, et surtout attentif à tout ce qui se fait au niveau de la génétique et au niveau des traditions culinaires, et bien de vous proposer cette introduction à cette formation en coaching, en nutrition, axée sur la maternité, comme je le disais en introduction, le coach en nutrition sera là essentiellement pour le postpartum. Il devra comprendre ce qui se passe durant la grossesse, mais le conseil alimentaire durant la grossesse sera la spécialité du diététicien, de la diététicienne ou du médecin fonctionnel ou du nutritionniste, mais il pourra alors à ce moment-là accompagner et guider la jeune maman en postpartum. Il pourra éventuellement aussi guider cette jeune maman avant la grossesse si les jeunes parents, à ce moment-là, ont besoin d'être guidés pour favoriser justement ou améliorer les chances de conception. Je vous souhaite une excellente soirée et au plaisir alors peut-être de vous voir en formation.